Voilà, nous allons reprendre nos travaux. J'espère que la pause vous a permis d'échanger autour des thématiques que nous avons abordées ce matin, de ces transitions entre l'enfance et l'âge adulte chez ces jeunes qui souffrent de pathologies chroniques. Nous allons poursuivre notre exploration avec deux thématiques majeures cet après-midi. Celle de l'insertion scolaire et professionnelle, puis de la prise en compte de la santé sexuelle et affective, de la vie sexuelle et affective de ces jeunes. Donc deux thématiques fortes que nous allons commencer à explorer dès à présent avec Bacta Lavo qui est en ligne avec nous. Bacta, est-ce que vous êtes là ? Oui, bonjour Anne. Bonjour Bacta, qui devait être avec nous en présentiel et qui malheureusement a été forcée de rester chez elle, mais qui souhaitait pouvoir partager avec nous l'importance du travail en réseau pour accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle. Alors Bacta, je vais vous passer la parole. Vous avez, je crois, quelques diapositives à nous présenter pour nous montrer toute la puissance en fait du travail en réseau que vous pratiquez à Cap Emploi 75 pour permettre l'insertion de ces jeunes qui souffrent de pathologies chroniques. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous en ce début d'après-midi. Je suis responsable du service Cap Emploi Paris. Je rappelle très rapidement les 3 principaux périmètres d'action du Cap Emploi qui portent une offre de service nationale. Elle est donc identique sur tous les territoires, à la fois vers l'emploi et donc l'insertion professionnelle, l'accès à un premier emploi ou le retour à l'emploi. En emploi, puisqu'on s'occupe aussi des personnes en activité professionnelle et qui souhaitent développer leurs compétences ou envisager une reconversion. Et dans l'emploi, pour tout ce qui concerne le maintien par des solutions, par exemple, d'aménagement ou de reclassement. Donc, le maintien dans l'entreprise. Voilà pour un rapide rappel de notre offre de service. Je vais effectivement partager un petit support pour cette intervention de quelques minutes avec vous et aborder effectivement l'importance du travail en réseau. Alors, pour commencer, un rappel concernant la loi qui reconnaît une situation de handicap aujourd'hui et qui permet de bénéficier du statut administratif de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Ce statut, il est effectivement indispensable sur 3 axes. L'insertion socio-professionnelle, évidemment, puisqu'il permet de bénéficier d'un accompagnement dans ces démarches par des spécialistes qui vont être garants de la prise en compte du respect des besoins de compensation. Il va permettre également ce statut un accès à l'offre de services de droit commun, évidemment, comme tout un chacun, et en complément à une offre de services dédiée qui va vraiment être adaptée aux personnes en situation de handicap. Des solutions de financement sur cette partie insertion socio-professionnelle qui permettent l'aménagement, l'accès à la formation ou de pouvoir bénéficier d'aides complémentaires, notamment d'aides matérielles ou humaines. Je pense à certaines aides pour la déficience sensorielle, par exemple. Nous avons également un bénéfice de ce statut qui est fiscal, puisqu'il permet certains avantages en fonction de sa situation, soit pour soi-même, soit lorsque l'on a un enfant en situation de handicap ou que nous sommes en charge d'une personne en situation de handicap. Il permet également ce statut de BOE, c'est souvent l'acronyme que l'on utilise pour ce statut, un abattement sur le revenu pour les personnes en situation de handicap concernées. Voilà, pour la partie des avantages fiscaux. Ce statut permet enfin, et on ne le sait pas toujours, une retraite anticipée dans certaines conditions, à savoir à partir de 55 ans,
sous couvert de certaines cotisations, évidemment, emploi et trimestre validés, avec la prise en compte de certaines périodes, comme les périodes de chômage lorsqu'elles ont été indemnisées, comme le congé maternité ou paternité. Les arrêts maladie également peuvent contribuer à une certaine cotisation, notamment en termes de trimestre. Et enfin, le service militaire pour les quelques personnes qui seraient encore concernées par ce dispositif. Voilà. Le tout étant que la personne justifie d'une incapacité permanente d'au moins 50%. C'est un taux qui est statué par les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées, ou d'avoir cette fameuse reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Alors, rapidement, en termes de titres, le rappel des principaux titres administratifs aujourd'hui que couvre ce statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, puisqu'il y a 3 grands acteurs qui délivrent ces titres. Les maisons départementales des personnes handicapées, j'ai mis Paris parce qu'évidemment là, nous sommes sur le territoire parisien, mais chaque département porte une MDPH et peut délivrer l'un de ces 3 titres qui permet l'accès à ce statut, la RQTH, la carte mobilité inclusion mention validité, l'allocation adulte handicapé, l'AAH également. Et en anticipation et avant le passage à l'âge adulte, l'allocation d'éducation pour l'enfant en situation de handicap, l'AEEH. Voilà pour la MDPH. L'autre opérateur qui délivre un des titres de ce statut de BOE, c'est l'assurance maladie, évidemment. Il concerne le public qui sera en activité professionnelle et en fonction des situations et des problématiques, la personne peut bénéficier d'une pension d'invalidité. Il y a aujourd'hui 3 catégories, première, deuxième ou troisième. Il y a le titre la rente, d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec un IPP, un taux d'IPP, donc d'incapacité permanente et partielle, au moins égal à 10%. Et enfin, il y a une notification administrative qui est importante aussi et qui est vraiment équivalente à la RQTH délivrée par la MDPH, c'est l'attestation d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, une notification OETH que délivre donc l'assurance maladie. Pour terminer, plus rarement, mais le ministère des Armées délivre lui aussi 2 principaux titres pour les militaires, sapeurs-pompiers et victimes de guerre notamment, mais pour les marins-pompiers tout autant. Ce sont les pensions militaires d'invalidité, qu'on peut appeler aussi, c'est l'acronyme en vigueur, PMI, et l'allocation ou une rente d'invalidité qui va être attribuée donc à une certaine catégorie de militaires, notamment les sapeurs-pompiers ou les marins-pompiers volontaires, lorsqu'ils subissent un accident ou qu'ils ont contracté une maladie alors qu'ils étaient en service. Voilà, je souhaitais démarrer cette introduction par ce rappel du cadre légal en lien avec le statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi et la liste de ces fameux titres administratifs en lien avec ce statut, titres qui permettent l'accès à un certain nombre de solutions. Pourquoi ? La démarche de reconnaissance administrative du handicap est une étape très importante qui est à mener au bon moment et qui a besoin véritablement d'être accompagnée parce qu'elle est longue, qu'elle est complexe. D'où l'enjeu et la nécessité, dans le cadre d'un parcours d'insertion professionnelle pour les jeunes et les adultes, de pouvoir s'appuyer sur un réseau. Et c'est là que le statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi permet d'ouvrir le dialogue et de bénéficier sur cette dimension grâce, on va dire, à la dimension retentissement du handicap et besoin de compensation des personnes, jeunes et adultes, de pouvoir justement faire le point sur les difficultés rencontrées de manière à pouvoir identifier, rechercher les solutions qui vont permettre la compensation et l'accès dans les mêmes conditions que monsieur et madame tout le monde à la formation et à l'emploi, pour vraiment faciliter cet accès
et mettre en place les solutions nécessaires. Alors, le travail en réseau et cet écosystème, il est assez riche et dense. J'ai préparé un petit slide pour recenser, voilà, aujourd'hui, autour de la personne en situation de handicap, l'ensemble des acteurs, structures, établissements, professionnels qui vont à un moment donné intervenir et agir plus ou moins directement auprès de la personne en situation de handicap. Vous voyez que c'est une pluralité de structures et d'acteurs, que c'est à la fois une richesse et un atout considérable, et à la fois, cela peut rendre les ressources sur les territoires assez opaques et pas simples d'accès. Je dirais pour commencer que les structures du secteur médical et ou social sont vraiment aujourd'hui en première ligne pour accompagner et commencer ce travail d'information, de sensibilisation autour de ce statut, puisque c'est vous, soignants, au sein des établissements de soins, de santé, que sont les hôpitaux, les centres de santé, mais cela peut commencer aussi par le cabinet du généraliste. C'est vous qui, en premier ressort, allez constater à un moment donné la pertinence de la mise en place d'une démarche de reconnaissance administrative. Et c'est là qu'en termes d'information, vous allez expliquer que cette démarche et ce statut vont être facilitateurs. C'est vraiment la visée principale du statut de bénéficiaire d'obligation d'emploi, c'est d'être en facilitation et de permettre l'accès à un certain nombre de ressources, d'actions, de professionnels, de solutions, de financement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le but ici, c'est l'approche fonctionnelle que cela va permettre pour que on n'aborde pas tant les éléments médicaux qui relèvent souvent du secret professionnel médical et qui sont des informations d'ordre personnel, d'ordre privé. Mais cette approche fonctionnelle, c'est le fameux retentissement du handicap que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir quelles conséquences vraiment dans un quotidien personnel, dans un quotidien de scolarité, dans un quotidien de vie en société, loisirs notamment, dans un quotidien, lorsque la personne est en âge de travailler, dans un quotidien professionnel, sur ces différents plans, quelles sont les répercussions, les conséquences de la situation de santé d'une personne, évidemment toujours à un instant T, et qu'il faut pouvoir réévaluer régulièrement en fonction de l'évolution du handicap. Donc les premiers acteurs, ce sont vous, soignants, et services sociaux qui êtes également très présents et qui avaient un rôle très important au sein de ces structures du secteur médical et social. Évidemment, les structures ensuite institutionnelles et les administrations. Cela concernera les MDPH, mais tout autant l'éducation nationale et tous les circuits qu'elle porte, les circuits classiques, mais aussi les circuits d'éducation spécialisés. Nous avons par exemple pour l'éducation nationale le réseau handicap orientation, le RHO, qui est une structure de professionnels psychologues conseillers d'orientation qui, dès les premières années effectivement de reconnaissance du handicap, vont accompagner l'élève, l'étudiant, le jeune adulte dans ses études supérieures, dans le cadre justement de ces besoins de compensation pour lesquels il faut pouvoir identifier et mettre en place des solutions adaptées. Ça peut être effectivement des solutions de différentes natures, elles peuvent être matérielles, ergonomiques, elles peuvent être organisationnelles, notamment en termes de temps, de délais complémentaires pour les examens, elles peuvent être humaines, par exemple. Nous avons également le service public Excusez-moi, j'attire Bacta, oui, j'attire votre attention sur le fait qu'il nous reste moins de 5 minutes, 3 minutes théoriquement. Donc voilà, petit timekeeper, s'il vous plaît. Merci Anne. Je vais effectivement accélérer là. C'était voilà le reste des acteurs, mais tous très très importants. Le service public de l'emploi, j'en fais partie, mais Pôle emploi tout autant.
les structures qui travaillent en partenariat avec nous, acteurs publics de l'emploi. Ce sont certaines actions qui vont permettre de travailler le projet professionnel, qui vont permettre de valider un projet de formation et d'évaluer le niveau d'apprentissage et les capacités de la personne, par exemple. Ce sont évidemment tout autant les employeurs des secteurs privés et publics. Ce sont des acteurs clés, puisqu'aujourd'hui, par exemple, les entreprises de plus de 250 salariés ont l'obligation d'avoir un référent handicap. C'est la même chose pour les employeurs du secteur public. On a les organismes de formation. Je ne vais pas les citer, mais chaque organisme de formation a aussi l'obligation aujourd'hui d'avoir un accompagnant, handicap pour l'accompagnement du public. Il y a, lorsque les personnes sont en activité professionnelle, les services de prévention et de santé au travail qui ont des cellules de prévention et de désinsertion professionnelle et qui doivent pouvoir être informés, notamment lors de la visite d'embauche, lors du recrutement. Il y a une visite médicale d'embauche. À ce moment-là, la personne peut informer de son statut, de ses difficultés, et si elle n'a pas de statut, peut être accompagnée dans la mise en place d'un titre administratif. Ce sont des informations qui resteront confidentielles et qui ne seront partagées avec l'employeur que si la personne donne son autorisation. Évidemment, et pour terminer, il y a les associations. Je vais donner l'exemple de Dessine-moi un mouton, par exemple, qui agissent auprès des personnes en première ligne et qui permettent vraiment ce travail de sensibilisation, d'accompagnement sur la mise en place du statut administratif et aussi un appui sur tous les plans de la vie qui permettent aussi de mieux accompagner les pères aidants, les aidants familiaux, puisque très souvent les personnes sont accompagnées dans leur démarche et soutenues par leurs proches. Et puis enfin, on a les représentants sociaux, de plus en plus, qui développent aujourd'hui un service d'information, de conseil, de ressources sur le sujet du handicap et de l'emploi, et un accompagnement pour les personnes qui ont ce titre administratif de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ou qui souhaitent faire la démarche. Ce sont souvent des représentants syndicaux qui ont aussi cette spécialité handicap et emploi. Voilà, lorsque, évidemment, dans son établissement, si on travaille, on a une représentation syndicale qui est présente. Voilà, mais ce sont aussi les fédérations diverses et variées qui, de plus en plus, portent ce sujet et mettent à disposition des informations et des interlocuteurs dédiés. Voilà un petit peu et rapidement les principaux acteurs. Ils sont tous présents sur cette slide. Évidemment, chacun va couvrir un certain nombre de professionnels et de spécialistes différents et tous peuvent être amenés à un moment donné à agir auprès de la personne en situation de handicap et peuvent être mobilisés dans ce sens. Voilà Anne pour ma partie. Merci beaucoup. Un point de précision et de compréhension, Bacta. Vous parlez de handicap. Depuis ce matin, nous avons parlé de personnes qui souffrent de maladies chroniques. Le lien entre les deux, la passerelle en tout cas, quelle est-elle ? Alors, effectivement, une pathologie chronique va générer, en fonction des situations bien sûr, des difficultés potentielles qui vont impacter les différents plans de la vie de la personne. Dès lors qu'il y a des retentissements qui vont freiner ou rendre difficile, compliqué ou plus long l'accès à une formation ou à un emploi, la question du titre administratif et donc de cette reconnaissance se pose. En tout cas, doit se poser. Est-ce que ça répond en partie à votre question, Anne ? Tout à fait. Et ça va nous permettre, merci beaucoup Bacta, vous restez avec nous, même si c'est à distance, pour répondre aux questions de la salle et des personnes qui sont elles aussi derrière leur écran sur Internet dans quelques minutes. Et on va poursuivre cette réflexion sur l'insertion professionnelle, vous l'avez dit, mais aussi scolaire, avec une table ronde qui va nous permettre d'éclairer les enjeux de cet accompagnement. Je vais inviter Charlotte Puif, Raphaël Anelka, Marianne de Montalembert et Amjad Mchangama à venir prendre place sur scène, à venir me rejoindre pour nous apporter leur éclairage sur ces enjeux de l'insertion professionnelle et scolaire. Merci à toutes, à tous d'être avec nous.
très heureux de vous avoir avec nous. Alors, évidemment, on a parlé d'insertion professionnelle avec Bactin sur les conditions d'accompagnement, la reconnaissance de ce statut de personnes handicapées pour pouvoir avancer dans la vie professionnelle. Mais avant ça, souvent, il y a la question de la vie scolaire et l'accompagnement et la reconnaissance dans la vie scolaire. Alors, pathologie chronique, on a fait le lien entre RQTH, pathologie chronique, mais est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être les uns et les autres, ce que ça peut impliquer sur la vie scolaire notamment, de souffrir d'une de ces maladies? Raphaël, peut-être que vous avez le micro, peut-être que vous voulez commencer. Alors, je suis Raphaël Anelka, je suis présidente d'une association, référente handicap, chef de projet informatique, et donc je suis aussi présidente de Cyclink, une association, et trésorier du Rosfed. Et donc, je suis drépanocytaire, donc ce sujet m'interpelle, la scolarité avec une maladie chronique, vivre avec une maladie chronique à l'école tout au long de sa scolarité, eh ben, c'est un handicap. Pourquoi ? Ça nous empêche en fait de poursuivre notre scolarité normalement, comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on est sujet à des aléas au niveau des santé, des douleurs. Hein. La drépanocytose arrive sans crier gare, sans prévenir, et donc du coup avec des accidents de vie, finalement, des hospitalisations, un traitement assez lourd, puisqu'il faut aller tout le temps à l'hôpital, faire un suivi. Donc une épée Damoclès, comme une épée Damoclès sur la tête, en étant étudiant, en apprenant, en étant des élèves, mais avec quelque chose en plus, c'est-à-dire gérer cette maladie, gérer cette souffrance tous les jours, et de façon en fait permanente. C'est une maladie omniprésente, tellement imprévisible qu'elle peut nous prendre du jour au lendemain. Et donc, ça peut, en fait, tous les projets peuvent être anéantis en un instant. Et donc, du coup, une lourdeur au niveau de la prise en charge et aussi au niveau de l'accompagnement des parents, des fratries, etc. Tout le monde vit avec cette épée de Damoclès. Voilà. Quand il y a un enfant drépanocytaire dans une famille, tout le monde prend, en fait. Voilà. Marianne, cela s'explique très bien, en fait, la manière dont la maladie va avoir un impact sur la vie scolaire et l'insertion donc de ces jeunes. Oui, Raphaël a très bien témoigné. Donc moi, je m'appelle Marianne de Montalembert. Je m'occupe depuis 30 ans d'enfants drépanocytaires. Et puis, j'ai créé il y a 18 ans le réseau francilien de soins des enfants drépanocytaires pour prendre en charge ce que l'hôpital ne prenait pas en charge plus directement. Donc Raphaël, elle l'a très bien expliqué, enfin exposé. En pratique, la drépanocytose, elle a un impact direct sur la scolarité, qui est la thématique de cette table ronde, puisque elle va, Raphaël l'a dit, créer des crises douloureuses en médiane, mais une médiane, ça ne veut pas dire grand-chose quand on est un enfant donné, 1 semaine d'hospitalisation par an. Donc une semaine où vous n'allez pas aller à l'hôpital, vous n'allez pas aller à l'école, plus les absences non hospitalisées, donc il y a une absence. Ensuite, la drépanocytose diminue l'afflux d'oxygène dans tous les organes, dont le cerveau. Donc il y a une lenteur pour faire ses devoirs et une fatigue. Alors il y a des enseignants qui disent un tel, t'as pas fait tes devoirs, t'en auras 2 fois plus. Ça sert à rien parce que de toute façon c'est pas pour ça qu'ils iront plus vite. Les enfants, il faut respecter leur lenteur. Il y a effectivement une lenteur. Et puis après, il peut y avoir au pire, et ça peut se voir sur les enfants qui arrivent d'Afrique, des accidents vasculaires cérébraux avec des handicaps moteurs et intellectuels. Et puis enfin, il y a d'autres points. Ce sont des enfants, donc ils peuvent avoir, comme tous les enfants du monde, des troubles des acquisitions. Comme tout le monde, des 10 orthographie, 10 calculi, 10 tout ce que vous voulez, mais parce que c'est des enfants. Et n'oublions pas qu'une partie des enfants sont marqués par une précarité sociale. Il y a beaucoup d'enfants dont les parents sont primo-arrivants en France, ils ne maîtrisent pas le français, et c'est sûr que ça va être un handicap supplémentaire pour avoir des acquisitions scolaires.
Ce que vous décrivez pour la drépanocytose, est-ce que c'est valable aussi? Est-ce que ce sont des éléments qui peuvent éclairer les parcours des personnes qui souffrent du VIH ou de l'hépatite B? Charlotte, est-ce que vous voulez prendre le micro? Oui, bonjour, je suis Charlotte Puive, chargée d'accompagnement social et professionnel au sein de l'association Basiliade. Et effectivement, en fait, les jeunes vont se confronter à des difficultés multifactorielles. Donc, on a parlé d'absence répétée au niveau du parcours scolaire ou même professionnel. Il y a aussi, par rapport à la pathologie du VIH, la problématique du secret de la maladie, qui peut être mal vécu par les jeunes parce que c'est un poids lourd à porter vis-à-vis du regard des camarades ou des personnes qui les entourent. Voilà. Et Marianne de Montalembert parlait de la lenteur et de la nécessité pour les enseignants de prendre en compte. Mais pour prendre en compte, il faut savoir. Et pour le VIH, comme pour la drépanocytose, il y a parfois la volonté que ça ne se sache pas, ne pas être stigmatisé. Vous rencontrez des cas comme celui-ci, donc des personnes qui ont du mal à dire. À nous, professionnels aussi, de les accompagner dans ce chemin-là et de sensibiliser aussi les professionnels des établissements scolaires ou de l'éducation nationale sur cette thématique. Alors justement, les professionnels de l'éducation, Amjad, vous êtes psychologue de l'éducation nationale. Comment est-ce que vous percevez, vous, ces jeunes qui, au sein de l'institution, vivent avec ces pathologies chroniques? D'abord, est-ce qu'ils sont visibles? Est-ce qu'ils sont connus par l'institution et par les professionnels qui y travaillent? Alors, on a un souci de micro. Monsieur M. Changama, psychologue de l'éducation nationale. J'ai deux casquettes, hein, puisque je le suis à la fois dans le civil et en même temps j'interviens à la suite en raison d'une demi-journée tous les 15 jours. Voilà. La mission du psychologue de l'éducation nationale, ici et ailleurs, c'est favoriser le bien-être de l'enfant à l'école. Aider à sa projection d'avenir, en fait. Et ce travail-là se complique ou s'identifie quand il s'agit d'un enfant porteur d'handicap. Voilà. Par rapport, déjà, au niveau du temps de présence à l'école, il ne faut pas le même temps que les autres enfants. Il n'a pas forcément le rythme scolaire, hein, puisqu'il est souvent absent. Aussi, on voit un problème de socialisation, puisqu'il n'est pas souvent avec ses pairs. Et tout ça, ça a un impact au niveau des apprentissages. Voilà. Alors, il y a plusieurs facteurs, on va revenir sur ces facteurs que vous soulignez, mais ma première question était de savoir identifier, quand on est professionnel dans l'éducation nationale, comment on identifie, on repère, et comment est-ce qu'on a connaissance des problèmes que peuvent rencontrer ces jeunes? On les a parce que moi j'interviens en lycée et collège, hein. Donc on a le dossier de l'enfant, donc on sait. Il y a des rencontres avec les familles dès le début de l'année. Et on travaille, le psychologue de l'éducation nationale travaille aussi avec le service médico-social. Donc il y a un travail collégial qui est là par rapport à ces enfants qui ont un besoin particulier. Donc ça se sache dès le début de l'année, en fait. Raphaël, vous vouliez compléter sur cette question du on dit ou on ne dit pas quand on est à l'école? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui ne disent pas. Mais donc, nous, dans l'association, on encourage les personnes à parler et même les parents, parce qu'il existe des dispositifs au niveau de l'éducation nationale pour accompagner ces personnes-là. Ces dispositifs, par exemple, le PAI, hein, c'est un plan d'accompagnement individuel qui permet justement, par rapport au dossier, de savoir comment faire avec ces personnes. Mais il faut le dire, parce que ce sont des maladies chroniques invisibles, et donc on est comme tout le monde, ça ne se voit pas sur notre visage, et si ce n'est pas dit,
on passe outre tout cela et c'est une difficulté supplémentaire pour la scolarité, alors que si c'est dit, on peut bénéficier de tous ces dispositifs. Il y a le tiers-temps, par exemple, aussi, qui est vraiment très bien pour les examens, le bac, etc. Parce qu'il faut savoir que pendant le bac, les personnes atteintes de maladies chroniques ont un stress. Le stress est aussi un facteur de crise, de problème au niveau de la santé. Et donc, du coup, le fait d'avoir un tiers-temps supplémentaire, ça permet de mieux gérer les choses. Donc, il y a un tas de choses. Et c'est important de le dire, en fait. C'est ça. Le dire, c'est se sauver aussi. Marianne ? Oui, alors on est un peu au cœur du problème, parce que moi je trouve que justement, il y a, comme l'a dit Raphaël, et puis comme vous l'avez dit, il y a un silence. Alors d'abord, il y a des familles, elles ont déjà tellement de problèmes sociaux, rien que pour avoir un logement, les différentes prestations sociales, que la scolarité, c'est vraiment le dernier élément qui va les préoccuper. Et donc, les primo-arrivants, de savoir si leur enfant a des problèmes à l'école, c'est pas leur priorité. Après ça, on cache la maladie, le VIH, mais on cache la drépanocytose. Moi, j'ai déjà eu dans ma consultation 2 cousines. Elles avaient toutes les 2 un enfant drépanocytaire, mais dans la famille, elles ne se l'étaient pas dit. Donc, elles ont découvert à ma consultation que, ah oui, la cousine avait aussi un enfant drépanocytaire. Il y a une culture du secret. Et puis après, et je profite des associations, il y a une volonté, je veux dire, on n'en parle pas, mais on ne va pas voir un psychologue. Donc, avant qu'on arrive à voir le psychologue, il faut déjà avoir vaincu des réticences considérables. Et moi, ce qui m'est dit, c'est moi, je ne vais pas voir un psychologue. Ah non, non, docteur, moi, je ne suis pas fou, j'irai pas voir un psychologue. Donc, c'est avant d'arriver à l'aide que peut apporter le psychologue, les associations devraient vraiment faire un énorme travail pour convaincre les parents que ce n'est pas parce qu'on va voir un psychologue qu'on est fou et qu'on ne pense pas que leur enfant est fou parce qu'on leur conseille d'aller voir un psychologue. Alors justement, je vous pose à nouveau la question et je me tourne à nouveau vers vous, Amjad. Comment est-ce que ces jeunes arrivent jusqu'à vous ? Parce que vous nous dites très clairement, on a les dossiers, l'institution a les dossiers, mais en même temps, c'est pas parce que l'institution sait qui sont les jeunes qui souffrent de ces pathologies qu'ils viennent vous voir, qu'ils poussent votre porte. Okay, merci. Souvent, ces enfants nous sont orientés par les professeurs. Les professeurs qui évoluent avec les enfants tout au long de la semaine, en fait. Donc, ça peut être les professeurs, ça peut être l'équipe pédagogique, c'est-à-dire surveillants, administrateurs, mais aussi ça peut être la famille, en fait. Moi, j'ai parlé du lien qui est fait entre l'école primaire et le collège, puisqu'en fin d'année, pour préparer l'année qui suit, il y a des échanges entre les écoles primaires, les responsables des écoles primaires et le collège. Donc, il y a un lien. Maintenant, il est vrai qu'il y a certaines pathologies qui sont cachées par les familles. Et ce travail qu'on fait tous les jours, on le fait peut-être, on le réussit, on le fait bien si la famille adhère au projet, adhère avec l'institution, en fait. Mais il est souvent qu'on rencontre des familles dont la barrière avec l'école, il y a une sorte de barrière invisible, mais qui existe entre l'école et les familles. Et c'est avec ces familles-là qu'on a du mal à travailler. Voilà. Ça veut dire que la porte d'entrée la plus évidente pour les familles comme pour les jeunes qui suivent ce parcours, c'est pas forcément l'école, et c'est plutôt les associations. Vous qui travaillez en accompagnement, et vous avez... Alors Charlotte, vous allez peut-être nous dire d'abord comment vous travaillez avec ces jeunes sur l'accompagnement à Basiliade. Oui, alors déjà, moi je travaille dans une association qui s'appelle Basiliade, qui est une association médico-sociale qui a été créée en 1993, issue de la lutte contre le sida, qui a pour rôle d'accompagner et d'accueillir des personnes en situation de précarité et atteintes de maladies chroniques. On intervient aussi auprès de la communauté LGBT et des femmes isolées avec enfants. Je parle un petit mot sur Basiliade pour après expliquer dans quel cadre je fonctionne avec des Sinois à moutons. Basiliade propose un accompagnement pluridisciplinaire, donc autant sur la partie du logement avec des dispositifs d'hébergement que sur la partie sociale, médicale, juridique et insertion professionnelle. Donc pour ma part, j'interviens dans cette dernière partie. Donc je travaille au sein du service insertion professionnelle qui
est constitué de 3 chargés d'accompagnement socio-professionnel, dont moi et mon responsable de service. Et dans le cadre d'un partenariat avec Dessine-moi un mouton, on est amené à accompagner les jeunes dans leur parcours professionnel et scolaire. Donc comment on fonctionne en fait, on va rencontrer dans un premier temps le jeune et avec lui on va lors du premier entretien avoir une vision globale de sa situation. Donc on va prendre en compte sa situation scolaire, professionnelle, personnelle, sa situation médicale aussi, pour pouvoir l'orienter au mieux vers des structures partenaires compétentes ou définir ensemble des actions à mettre en place. Presque des stratégies parfois, de la manière d'avancer ensemble. Tout va dépendre du besoin du jeune, de sa situation, de ses projets, de ses difficultés aussi. En fait, nous, on va surtout permettre aux jeunes d'apporter un espace de bienveillance pour qu'ils puissent exprimer ses difficultés, ses peurs, et en fonction, on va travailler petit à petit son orientation et son projet. Est-ce que ça veut dire que l'outil principal de cet accompagnement, c'est l'entretien individuel et on va dire un accompagnement un peu sur mesure? Oui, exactement. Ça va être un accompagnement personnalisé, donc déjà des entretiens individuels réguliers. Également aussi la mise en place d'ateliers collectifs, des ateliers collectifs qui abordent différentes thématiques autour de la santé, de l'emploi, de l'insertion professionnelle, enfin des ateliers qui vont permettre d'accéder en fait à l'information pour ces jeunes. Ils sont demandeurs? Oui. Après, alors nous, Dessine-moi un mouton nous oriente, on ne va pas chercher les jeunes, c'est les jeunes qui viennent à nous. Donc effectivement, il y a une demande auprès des jeunes de Dessine-moi un mouton, oui. Justement d'avoir, en fait, si vous voulez, qu'ils puissent se réunir dans un espace de bienveillance, de confiance, de non-jugement et se retrouver aussi avec leurs pairs, quoi, pour justement combattre un peu cet isolement qu'ils peuvent parfois ressentir, qu'ils ressentent. Et voilà, pour finir, par rapport à votre question tout à l'heure, ce repérage se fait aussi au niveau des résultats scolaires, en fait. Des problèmes de comportement. Donc les professeurs vont se poser la question, voilà, et nous solliciter pour qu'on trouve ensemble la raison ou les causes qui font que l'enfant ne suit pas les cours ou l'enfant n'est pas comme tout le monde. Je ne sais pas le temps qui nous reste, mais j'ai envie de vous dire aussi que l'Éducation nationale dispose de toute une batterie de dispositifs pour accompagner ces enfants, en fait, notamment le dispositif Ulysse, la SECPA, les classes relais, tout ça, c'est pour les enfants qui ont besoin d'un accompagnement un petit peu particulier. Voilà. J'en profite d'ailleurs dans la Basiliade, on propose aussi une remise à niveau. Justement, pour permettre à des jeunes de pouvoir, une fois par semaine, venir, s'ils ont des difficultés, qu'on puisse les accompagner avec des bénévoles. Bacta nous parlait tout à l'heure de nécessité de coopérer. Vous dites dans l'éducation nationale, il y a des tas de dispositifs à disposition. On dit aussi que les associations ont un rôle essentiel pour être la porte d'entrée la plus simple. Donc en fait, comment se fait l'articulation? Est-ce que c'est aux associations qui connaissent ces dispositifs de servir de courroie de transmission vers l'éducation nationale? C'est comme ça que vous concevez les choses? Oui, tout Raphaël? à fait. En fait, c'est par partenariat, parce que finalement, nous, au sein de notre association, on collabore avec le personnel de santé, donc les infirmières coordinatrices, les médecins, etc., parce qu'on sert un peu de trait d'union entre les professionnels et aussi les patients. Donc, du coup, ça passe aussi par nous, mais ce n'est pas forcément direct parce qu'il y a des problèmes de communication. Donc, il y a plusieurs volets. Soit c'est les médecins ou le personnel soignant qui parlent de l'association. Donc, les personnes viennent à nous. On organise des séminaires, on organise selon les besoins les choses. Et aussi, on a les écoles aussi, les lycées, par exemple, qui font appel à nous pour justement des journées où on parle justement de handicap, c'est-à-dire qu'on va au-delà que de la drépanocytose. On va parler des maladies chroniques et le handicap pour sensibiliser les autres aussi. Et donc, du coup, il y a plein de moyens pour en parler. Et alors justement, sur les moyens, Marianne, il y a énormément de moyens que vous sollicitez.
ça va de l'entretien, accompagnement aussi sur mesure, aux plaquettes, aux flyers, aux réseaux sociaux et aux applications. C'est quoi la palette que vous utilisez, ou la boîte à outils, on va dire ? Je pense qu'il y a quand même un véritable problème de repérage des situations, parce qu'au cours d'une consultation, Marie-Hélène, enfin les médecins qui sont en consultation, quand on a l'AP nous donne généreusement 20 minutes pour une consultation, alors qu'il en faudrait presque 1 heure, avant d'aborder les problèmes d'insertion, je veux dire, techniquement, on a énormément de patients et très peu de temps, donc il y a quand même un véritable problème de repérage des problèmes. Hein. On peut pas... Bon, ça c'est le premier point. Alors après, une fois qu'on a identifié les difficultés qui sont pratiquement jamais rapportées par les parents. Dans une expérience de pédiatre, je suis pédiatre depuis, je vous dis même pas quand, les parents n'en parlent jamais. Ils en parlent pas parce qu'ils en ont honte, ils veulent pas en parler. Bref, avant de ils parlent pas de scolarité, ils vous parlent pas de ce sujet-là. Non, ils n'en parlent pas. Donc avant d'avoir identifié un mal-être, ça peut prendre un certain temps quand même. Hein. Alors une fois qu'on l'a identifié, il y a effectivement toutes sortes d'outils. D'abord, il faut savoir pourquoi. Est-ce que c'est une 10, quelque chose ? Donc, il faudrait faire des bilans neuropsychologiques. Il y a très peu de structures qui disposent de neuropsychologues. C'est une exception. Alors, je peux dire qu'à Necker, on a une neuropsychologue à qui on peut adresser des patients. Une fois qu'on a un petit peu ciblé, trouvé les cibles, il y a effectivement des outils qui sont multiples. Je dirais que le premier outil, c'est l'éducation thérapeutique. Alors, Marie-Hélène a fait un hymne à Maïlis. Alors, moi, je vais faire un hymne à Agathe, qui est quelque part par là, dans le public, Agathe Lanzeret, et à Philippe Blasco, qui font de l'éducation thérapeutique et qui apprennent dès la naissance pour les parents et dès l'âge de 6 ans pour les enfants, les différents leviers de la maladie et comment est-ce qu'ils vont pouvoir interagir avec leur maladie. Après, il y a effectivement ce qui marche, il faut faire venir les enfants, et la plupart des enfants, ils n'ont absolument aucune envie de venir, ils n'ont absolument aucune envie de lire les petits bouquins qu'on a créés avec de l'argent, parce que ça coûte de l'argent. Et tout ça, c'est plus les ateliers éducatifs, les jeux. On a créé des jeux qu'on peut vous montrer. Et c'est les séjours de vacances. Ce qui marche très 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 bien, c'est les summer camps, pour parler français. Et alors là, c'est comme ce que tu fais, Raphaël, avec des ados qui viennent, qui vont travailler, danser et rigoler et bosser en même temps, tout ça en même temps. Les applications, c'est extrêmement difficile de savoir en quoi elles sont utiles. Ça vaut une fortune de développer une application. Quant à savoir si elle est vraiment utile, c'est très 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 discutable. Je veux dire qu'il y a des ateliers auxquels il faut faire participer les adolescents et les parents. Il y a énormément de choses qui existent. Les associations sont des relais. Mais il faut y réfléchir. Et je regrette que dans une maladie où le malheur ait un tel rôle et où la crise douloureuse soit tellement vecteur de souffrance psychologique, il y ait aussi peu de parents, réellement, je reviens là-dessus, qui acceptent une prise en charge thérapique, une psychothérapie. Mais c'est vraiment une minorité d'entre eux qui acceptent. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. On voit bien ce que vous pouvez faire, chacun à votre niveau. Est-ce que dans les outils qui permettent d'avancer, même si on entend bien vos points d'alerte sur certains des outils, il faut réellement les cibler. Il y a dans l'éducation, il y a la suite. Vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce dont il s'agit ? La suite, ok. Alors, la suite, c'est un service qui est logé ici à Necker. Il y a plusieurs professionnels. Hein. Il y a des socio-esthéticiennes. Je crois qu'il y a un service de yoga. Si Nizar est là, peut-être il peut me corriger. Ouais, c'est pas... Voilà. Voilà. Oui. Je ne suis pas la bonne personne pour répondre à ça. Alors, moi, je peux éventuellement... sur ce que vous y faites, si, quand même. Oui, plutôt par rapport à mon domaine, puisque j'y suis depuis peu de temps. Moi, en tant que... Je suis le psychologue de l'éducation nationale. Je suis là pour travailler un projet d'avenir avec l'enfant, essayer de mettre du sens par rapport à ce qu'il a envie de faire, aussi de concilier les attentes du jeune et celles de la famille. C'est pas facile aussi. Voilà. Voilà, accompagner l'enfant, adapter sa demande
par rapport à ses compétences scolaires, mais aussi par rapport à ce que j'appelle affectueusement son petit bobo. Voilà. Alors, c'est un point très important et on va faire le lien avec nos échanges de la matinée. On a fini notre matinée en parlant des plateformes, des dispositifs, des parcours en fonction du terme et de ce qu'ils peuvent apporter à l'accompagnement des patients. On voit bien que là aussi, c'est un lieu, une plateforme où on peut avoir ce lien nécessaire que vous identifiez avec l'éducation nationale, avec l'institution, pour donner à connaissance. Et peut-être que ce sera un point à tirer. Finalement, une fois qu'on a posé ces enjeux-là, c'est quoi les perspectives des jeunes qui souffrent de ces pathologies en termes de scolarité et en termes d'insertion professionnelle? Raphaël, est-ce que vous pouvez peut-être Oui. témoigner là-dessus? Oui, alors souvent, c'est franchement libérer la parole. Et justement, par rapport aux jeunes qu'on a suivis, ce qui revient, c'est qu'ils se sentent quand même isolés, c'est-à-dire se taire face à la maladie, face aux conséquences. Et donc, trouver en fait des personnes qui parlaient. Donc, un psychologue, c'est très bien, mais c'est vrai qu'il faut changer les mentalités. C'est comme le mot handicap. Là, nous, on essaye de changer cette mentalité, de revenir sur la définition de situation de handicap, et qu'un handicap, c'est pas un fauteuil roulant. Donc, c'est des choses comme ça, c'est-à-dire enlever les mauvaises en fait, informations pour avoir les bonnes et pour pouvoir les utiliser. Et avoir la bonne information, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut avoir franchement n'importe quoi, et donc ça peut être contre-productif. Donc c'est toujours revenir à la source de l'information. Les associations et le personnel médical, parce qu'ils ont un rôle incroyable, les psychologues également, les assistantes sociales, le Cap Emploi, c'était vraiment très bien fait. Je me suis retrouvée là-dedans puisque je suis en partenaire avec le Cap Emploi, et donc du coup informer, mais aussi vulgariser l'information, la rendre accessible. C'est ce qu'on essaye de faire aussi avec le ROCED, c'est-à-dire en créant des brochures, en créant ce moyen pour que, peu importe la personne, elle comprenne et qu'elle trouve toutes les informations dans une brochure. C'est ce qu'on est en train de mettre en place. Et même ceux qui sont primo-arrivants, trouver des endroits où ils vont se dire, voilà, où est-ce que je vais trouver l'information, parce qu'au lieu de la chercher sur Internet et qu'elle est fausse, on a quelque chose où on se dit, ça c'est bon, ça a été vérifié. Et ça c'est important, parce que l'information, ça peut être vraiment un poison. Charlotte, il y a besoin de quoi pour aller plus loin, pour réussir à faire ce lien entre parents, associations, travailleurs sociaux, corps médical, éducation nationale au service des jeunes qui souffrent de ces maladies? Il y a besoin de quoi? Il manque quoi actuellement? On a parlé de moyens humains, de moyens financiers sur la table ronde précédente. Qu'est-ce qui permettrait d'avancer? Est-ce que j'ose le dire, c'est ça? Non, oui, effectivement, les moyens financiers. Les moyens financiers, et puis qu'on puisse travailler en partenariat, en collaboration, créer du lien, sensibiliser, enfin tous les mots qu'on a pu entendre. Alors je sais que c'est difficile de poser cette question financière, mais quand on a préparé ce que vous m'avez dit aussi les uns et les autres, c'est que pour faire du lien, il y a besoin de temps. Et le temps, c'est de l'argent, au sens où il faut pouvoir dégager du temps. C'est ça, et aussi prendre en compte la temporalité du jeune aussi, qui peut être face à des démarches longues, et donc parfois se retrouver, je ne sais pas si je suis hors sujet, mais se retrouver face à un avenir finalement incertain, et ça c'est aussi à prendre en compte. Puis la moderniser, parce que c'est vrai que moi, j'ai un certain âge, et donc je vois que ça fait 25 ans que je suis dans les associations, et donc du coup toujours moderniser par rapport à la culture sociale d'aujourd'hui, trouver les outils, les nouveaux outils, les nouveaux moyens, parce que sinon ils vont s'ennuyer ou ils vont trouver qu'on est décalé en fait, donc on est obligé de se réinventer. Donc il y a plein d'idées, mais les idées, il faut des sous.
du temps, des sous, des moyens financiers, de l'aide, parce que finalement, en aidant les jeunes maintenant, c'est notre avenir, hein, ces jeunes-là. Donc, si on les aide maintenant, on met les moyens pour eux, et ben, du coup, ça fera un meilleur avenir pour eux, et pour nous aussi, oui, c'est clair. Amjad, pour aller plus loin, pour que cette connexion se fasse au service des jeunes, il faut quoi? Il manque quoi? Une adaptation par rapport et un accompagnement permanent. Je reviens j'ai envie de préciser sur un point qu'un enfant portant un handicap, il reste un enfant en fait, avec des envies, avec des projets d'avenir. Comme j'ai entendu dernièrement, un collègue qui dit « je vais casser son projet » parce qu'il ne peut pas le faire. Cet enfant-là ne peut pas devenir pilote d'avion. Cassé. Voilà. Moi, j'ai commencé mon entretien avec la personne qui m'a adressé ces paroles en disant « non, cet enfant, malgré son handicap, on peut l'amener vers son projet. À défaut, vers l'environnement de son projet. » Voilà. Donc, j'ai envie de finir mes propos en disant un enfant qui porte un handicap, c'est un enfant avant tout, avec des envies, et on peut adapter son projet d'avenir en fonction de ce qu'il est maintenant, mais aussi en fonction de ce qu'il peut devenir plus tard. Et donc, de ce qu'il imagine, de ses rêves. Ouais, justement. Donc, adaptation et accompagnement tout au long d'autant plus que l'orientation professionnelle, ça, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est tout au long de la vie, en fait. Voilà. Donc, casser un projet, c'est un thème qui ne me convient pas, malgré tout. Effectivement, ça n'est qu'un début. La vie scolaire pour s'insérer. Marianne, pour vous, il faut quoi pour que l'insertion de ces jeunes, l'insertion scolaire et professionnelle se fasse dans les meilleures conditions possibles? Je crois que j'ai rien à rajouter à ce qu'a dit Raphaël. Je partage complètement ses paroles et j'aurais rien à rajouter à ce que tu as parfaitement exprimé. Des moyens pour avoir du temps. Et des sous. Ah oui. Et pouvoir faire ce lien, effectivement. Je vous propose, merci à tous les quatre, de répondre, de rester là. Bacta, vous êtes toujours là? Bacta? Normalement, elle n'est pas partie. Oui, elle est là. Désolée, le temps de trouver le bouton, je suis avec vous. Pas de souci. Et je vous propose tous les 5 de répondre aux questions de la salle et aux questions qui arrivent via les SMS. Je ne sais pas si j'en ai reçu. Est-ce que quelqu'un veut poser la première question? Je vous en prie, madame. Merci beaucoup. Merci à vous, merci Hélène et Dessine-moi Mouton pour m'avoir invité et les orateurs qui sont là, qui sont vraiment extraordinaires. Je suis Marie-Hélène Tokolo, présidente de l'association Marie-Madeleine à Versailles. C'est une association des patients. La porte d'entrée, c'est le VIH, SIDA, et nous l'avons élargi aux autres pathologies chroniques parce que la majorité des femmes que nous accueillons sont des femmes africaines. Donc, on a élargi au cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, drépanocytose, les violences dont l'excision et l'accompagnement à la réparation des femmes séropositives excisées. Donc, je voulais intervenir sur ce que vous nous avez apporté comme éclairage. Les PAI, oui, ça fonctionne et ça fonctionne bien quand on n'a pas le VIH. Parce que quand un enfant a le VIH à l'école, les enseignants vont vouloir savoir de quelle pathologie il s'agit. Et la pathologie qu'on ne dit pas, qu'on ne parle pas, c'est le VIH. Donc, que vous le disiez ou que vous ne le disiez pas, c'est encore pire parce qu'ils vont chercher. Dans les accompagnements que nous faisons,
nous sommes dans les familles africaines frappées par la drépanocytose et le VIH. Il y a eu rupture de la confidentialité au sein de l'école. Pour un enfant, le médecin scolaire a rompu le secret auprès de la directrice de l'école, qui l'a dit à la maîtresse, qui l'a dit à l'assistante sociale de quartier. Donc, cet enfant a été accompagné durant toute sa scolarité, mais avec ce traumatisme-là. Une institution qui aurait dû la protéger et l'a exposée à la stigmatisation et au rejet. Au niveau du collège, l'enfant a subi encore les discriminations des enseignants parce que l'enfant était trop souvent absente. Et comme par hasard, les parents avaient choisi, étant donné la lourdeur des traitements de la maladie, de prendre des rendez-vous le jour où il y avait l'activité physique, parce qu'il n'y avait pas de devoir à faire à la maison. Là, on nous a rapporté les remarques des enseignants. Dis donc, elle s'absente au cours d'éducation physique. Et en plus, l'enfant rapporte des certificats médicaux de complaisance de l'hôpital Necker. Et l'hôpital Necker a sauvé cet enfant-là parce qu'il y a eu l'école à l'hôpital qui a suivi l'enfant jusqu'à son bac pour qu'elle puisse avoir... Il n'y avait aucun aménagement. Les parents qui sont dans les associations, nous, les membres associatifs, on peut lutter, on peut aller de l'avant, mais les autres n'ont pas les clés. On a parlé de la culture, on a parlé de la littératie, il y a le barrage de la langue et les parents qui n'ont pas du tout été scolarisés et qui ne peuvent pas aider leurs enfants à l'école. Donc je remercie grandement l'hôpital Necker. Ces deux enfants que nous, on a accompagnés, l'un est au barreau de Paris, celui qui a la drépanocytose, il est avocat maintenant, alors qu'il a une sorte de drépanocytose assez grave. Et celle qui est séropositive a eu des enfants, elle a 37 ans, et tout va bien. Tous ces deux enfants-là, ces exemples-là qui auraient pu être là aujourd'hui, pour dire que vraiment, on demande 2 à 3 fois plus d'efforts à un enfant malade ou une adulte qui est malade pour pouvoir avoir une vie normale. Merci beaucoup pour ce témoignage positif sur ces deux parcours. Et puis vous soulignez aussi peut-être un point assez difficile à travailler, c'est cette difficulté plus grande des enfants sur leur parcours nécessiterait beaucoup de bienveillance de la part de l'institution, des enseignants, de tous ceux qui l'accompagnent. Mais pour avoir la bienveillance, il faut s'exposer à dire. Et s'exposer à dire, c'est aussi s'exposer à ce que ce soit pas bienveillant en face. Donc c'est vraiment une quadrature du cercle, quasiment une impossibilité à trouver une solution simple pour avancer. Merci de ce point-là. Y a-t-il d'autres prises de parole ou d'autres questions dans la salle? Je vous en prie. Moi, c'est surtout pour revenir aussi sur ce que Raphaël disait. En tant que drépanocytaire, moi, à mon époque, on n'avait pas les mêmes structures qui sont mises en place aujourd'hui pour aider un peu les jeunes, soutenir un peu les jeunes. Donc nous, c'était un peu, c'était un peu tabou. Je me rappelle, moi, avant mes 18 ans, j'étais obligée de demander au médecin de prescrire la pilule pour prendre du poids. Parce que à l'école, on me disait que j'avais l'air d'une personne malade, parce que j'étais vraiment
très chétive. J'étais vraiment... et du coup, c'était compliqué de pouvoir en parler. Et ma mère me disait toujours, n'en parle pas, on va te stigmatiser, n'en parle à personne. Il m'a fallu du temps pour accepter le regard des autres vis-à-vis de moi, accepter ma maladie. Et même aujourd'hui, si j'ai pris la décision de me lancer dans les associations, pour créer mon association, pour soutenir d'autres enfants, c'est par rapport à mon vécu à moi. Et qu'à l'époque, on n'a pas eu de soutien, il n'y avait pas des associations qui pouvaient soutenir les enfants, les jeunes, les aider à faire les transitions entre l'âge adolescence ou l'âge adulte. Il n'y avait pas ces moyens-là, en fait. Donc, du coup, vraiment, si aujourd'hui ça existe, il faut vraiment encourager. Et ce n'est pas évident parce que moi, aujourd'hui, je vis une situation au sein de mon travail où mes collègues commencent à trouver lourd le fait que je sois tout le temps en arrêt ou hospitalisée, tout ça, ça commence à peser lourd au niveau de mon travail et je me sens en quelque sorte un peu harcelée. Est-ce qu'ils savent, est-ce que vous avez partagé avec eux les raisons de ces arrêts ou est-ce que... Oui, j'ai dû partager avec eux, mais pour eux, ils passent au-dessus en fait. Parce que le fait que mes absences créent des soucis au niveau du planning, pour eux, c'est inconcevable, quoi. Ils se disent, oui, tu as une pathologie, effectivement, oui, tu as une pathologie, et puis quoi encore, quoi. Tes absences nous pèsent. C'est ça le truc. Et franchement, je me suis sentie, heureusement qu'aujourd'hui, je suis un peu plus forte et plus résistante, parce qu'aujourd'hui, j'ai mis ma foi au-dessus de tout, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à accepter certaines choses. Mais la semaine dernière, j'ai failli craquer lors d'une réunion de service. Et c'était 3 à s'en prendre à moi, même la chef de service aussi. Elles se sont pris à moi pour me dire que c'était inadmissible. Elle m'a carrément dit que le fait que depuis le mois de février, je n'ai pas été arrêtée. On m'a arrêtée 2 semaines au mois d'août parce que ma tension n'était pas bonne. Et elle m'a dit, parce qu'on m'a arrêtée 2 semaines au mois d'août, je n'aurai pas les vacances en début d'année. On parlait de bienveillance nécessaire pour avancer. Effectivement, vous ne l'avez pas là. Raphaël ? Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est une réalité. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment connaître ses droits et la loi. Et le fait d'avoir une RQTH, ça nous protège aussi. Et donc, du coup, il y a des structures, comme moi, je suis référente handicap au sein de mon entreprise. Et donc, il faut aller voir ces référents handicap, aller voir le médecin du travail, aller voir la psychologue du travail, aller voir l'assistance sociale, parce que ces personnes-là sont des partenaires contre tout ça, en fait. Parce qu'en tant que référente handicap, on essaye aussi d'éduquer les encadrants, parce qu'ils ne savent pas comment gérer une personne en situation de handicap. Et ça, c'est important, parce qu'avec la direction, qui a une vraie politique du handicap, parce que maintenant, surtout dans le secteur privé, même dans le public, ça existe, ces structures-là, il faut absolument aller voir ces personnes-là, parce que vous êtes protégés. Et là, et c'est ce qu'il faut, ce que j'essaye aussi d'expliquer aux personnes, aux jeunes, surtout les jeunes adultes, c'est de leur dire, vous n'êtes pas obligé de sortir votre RQTH, c'est à vous de décider. Mais faites le dossier MDPH correctement, c'est pour ça qu'on les accompagne à ce dossier-là, et leur dire, c'est à vous, si vous voulez, de sortir ce passeport qui vous permet même d'un aménagement, parce que peut-être qu'il aurait fallu avoir un aménagement de poste pour vous. Moi, par exemple, je suis en télétravail, voilà. Donc, ils ont aménagé pour que je puisse travailler. Je suis nécessaire. Et donc, du coup, ils ont amélioré mes conditions de travail. Donc, ça, c'est important. C'est savoir ce qu'il y a comme structure à votre entreprise. Et là, les associations peuvent vous aider aussi, même les syndicats. Mais les syndicats, ils ne sont pas forcément sur le handicap. Donc, allez voir les personnes qui sont dédiées à ça.
Eh ben, normalement, je suis pas loin, moi. Il doit y avoir. Donc, il On y va a dire que forcément. dans les collectivités, Vous avez des référents handicap. j'espère en tout cas que dans les collectivités, il y a des référents handicap. Votre témoignage, merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous. Plusieurs personnes dans la salle réagissent entre la nécessité que vous avez posée, Raphaël, de parler pour faire avancer les choses, le risque de stigmatisation, et vos deux témoignages le montrent. Il y a entre les deux, vous avez dit, éduquer. Quelqu'un dans la salle nous dit, oui, éduquer, former, et vous questionne, y a-t-il aujourd'hui une campagne de sensibilisation du personnel éducatif universitaire sur les élèves, les étudiants qui sont sujets à des maladies chroniques? Et cette personne nous dit, j'ai assisté à une journée de formation organisée par la Société française Études et Traitements de la douleur, et l'assistance a reconnu quasi unanimement leur manque cruel de formation et d'information sur l'accompagnement des élèves et de leurs familles aidant concernés par les maladies chroniques souvent invisibles. Est-ce qu'on n'a pas un gros effort à faire au sein des institutions d'éducation au sens large pour comprendre ce que sont les parcours de ces jeunes qui souffrent de maladies chroniques? Alors, celui-là n'a pas l'air de fonctionner. Vous allez faire micro commun? Oui, on le fait déjà. Je peux un petit peu répondre à ça. Le ROFSAD a été créé en 2005 et nous allons voir les académies, nous allons voir les infirmières scolaires, les enseignants. Nous essayons vraiment de former le monde scolaire en y allant, mais avec une demande des institutions qui n'est pas énorme. On n'est pas dans la drépanocytose n'est pas la priorité absolue. Et quand nous, on fait un démarchage actif en disant nous pouvons vous faire une présentation. Donc ça, c'est fait au niveau des académies. Enfin, en tout cas, il y a des possibilités de former les académies, les infirmières scolaires, les enseignants, etc. Au niveau de l'enseignement des infirmières, il y a un gros travail. Et aussi, le ROFSAD va voir les écoles d'infirmières. Donc, nous allons voir les IFSI. Au niveau des études de médecine, la situation, au niveau des études de médecine proprement dites, avant l'obtention du diplôme de docteur en médecine, c'est nul. Il n'y a pas d'enseignement de beaucoup de maladies. La drépanocytose, il y a absolument aucune heure dédiée pour l'enseignement de la drépanocytose jusqu'à ce que les personnes soient diplômées médecins. Et après, par contre, il y a pas mal d'enseignements pour une fois en post-université, une fois que les personnes ont obtenu leur titre de médecin, il y a énormément de choses qui sont faites. Donc c'est très fragmentaire. Est-ce qu'il y aurait besoin, je ne sais pas, mais il n'y aurait pas besoin avant qu'il y ait quand même un enseignement. Bien sûr, Anne, et c'est pour ça qu'il y a une action de la filière des maladies rares et des maladies du globule rouge pour essayer d'obtenir au niveau de la formation des médecins une formation appropriée. À ce jour, il n'y en a pas. Moi, je peux dire quelque chose au niveau de l'IFSI, très court. C'est-à-dire qu'à Aulnay-sous-Bois, il y a une l'IFSI qui nous fait venir chaque année pour parler de drépanocytose et thalassémie. Et ça, c'est important, mais c'est l'IFSI. C'est les écoles d'infirmières. Les écoles d'infirmières ont commencé à voir le problème. Alors, je vous en prie, est-ce que vous voulez prendre le micro, s'il vous plaît? Comme ça, toutes les personnes qui nous suivent sur leur ordinateur vont pouvoir aussi vous entendre. Donc, je suis Déborah Fuchs et je suis enseignante en activité physique adaptée. Alors, je vais parler pour le côté éducation nationale parce que moi, je travaille dans les UFR STAPS. Et dans toutes les formations, que ça soit au niveau... Bon, alors en STAPS, c'est les profs de sport, il y a des formations spécifiques, mais dans tous les concours éducation nationale, maintenant, que ça soit pour la formation des maîtres ou les professeurs collèges et lycées, ils ont, selon les universités dans lesquelles ils sont, des enseignements qui s'appellent public particulier ou public à besoins spécifiques. Donc ça commence à rentrer dans la formation des maîtres et dans la formation des professeurs, mais ça reste, chaque université en France qui forme au concours des professeurs des écoles ou des professeurs de PS ou professeurs de maths, etc., est libre de ce choix. Donc il faut aussi aller dans les UFR qui forment nos futurs enseignants pour leur rappeler, je vous donne un exemple, pour les asthmatiques, c'est quasiment systématique
dans toutes les profs de PS, dans tous les UFR STAPS, il y a dans toutes les universités pour la formation des maîtres, il y a l'ADREPANO, je ne suis pas encore sûre, et moi dans la MUCO, c'est pareil, c'est pas évident. Voilà. Mais ça commence à bouger dans l'éducation nationale sur public spécifique. Merci beaucoup de ce témoignage. Alors, le temps passe très vite. On va peut-être retenir quand même de cette fin de table ronde qu'il y a peut-être un endroit à cibler pour que la culture de la prise en compte de ces maladies se fasse. Ce sont les centres de formation des enseignants, des médecins aussi, des infirmières, des travailleurs sociaux. Il faut aller à la source pour changer la culture de base, sans doute pour faire évoluer les choses. Je surveille le timing du coin de l'œil et je vous propose, avant une courte pause, eh bien, de faire un petit peu comme ce matin, un petit retour sur le vécu de ces jeunes accompagnés par Dessine-moi un mouton. On a entendu Sarah en fin de matinée qui nous parlait de la transition, devenir adulte. Je vous propose d'entendre à nouveau Sarah nous parler de l'insertion scolaire, professionnelle et de la manière dont, avec le recul qui est le sien, elle voit son parcours. On écoute. J'étais pas une très bonne élève, mais je faisais le maximum pour y arriver et je m'accrochais à ça parce que je savais que la maladie était là et je voulais réussir. Et en fait, dans mon insertion, donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu 16 ans, période transition, service adulte, toute cette partie-là, donc j'ai voulu très vite m'émanciper professionnellement, donc j'ai décidé de faire de l'alternance. Je suis sortie du cursus classique et voilà, j'ai décidé de faire de l'alternance pour pouvoir être autonome financièrement parce que je savais que... En fait, je voulais plus être un fardeau pour mon père, même si c'est dur, hein, mais voilà, je sentais que non seulement j'étais un fardeau au niveau médical et non seulement financièrement, je sentais que c'était compliqué. Donc du coup, j'ai très vite voulu me débrouiller seule et donc j'ai choisi le cursus de l'alternance. Après le bac, j'ai souhaité continuer en BTS NRC, donc négociation, relations clients, toujours dans le cadre de mes études et en alternance. Et ensuite, j'ai voulu continuer en licence pendant 1 an. Et là, à l'heure actuelle... Voilà, je suis event manager. Bon, voilà, j'ai eu plusieurs expériences. J'ai eu une phase où j'étais absente parce que le traitement était compliqué à gérer, les effets secondaires étaient compliqués à gérer à la fois les cours, le travail, et donc du coup, ça s'est ressenti dans le travail. Ma directrice de l'époque, s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que j'étais autant absente. Et donc là, il a fallu que je lui explique pourquoi la raison pour laquelle j'étais absente. Et là encore, j'ai eu de la chance parce que elle a été réceptive, elle a été à mon écoute. Un peu brusquement, mais sur une note positive, cette bienveillance qu'on peut appeler de nos voeux d'une manière générale, mais qui se forme, qui se crée, c'est une culture. Je vous propose de finir sur cette note. Merci à tous les 5. Bacta aussi chez elle. Je vous propose une très courte pause, un petit quart d'heure, le temps d'un café, et nous allons parler vie affective et sexuelle des jeunes juste après.